d'où vient aussi la question de ce qu'on appelle la démystification des jeux vidéo. Surtout quand ça vient au regard des professionnels. Euh, on a, pour un certain moment, peut-être même jusqu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, quand on parle de jeux vidéo, ah, voilà, c'est tout dit qu'on connaît rien, c'est trop compliqué, c'est pour les très jeunes, on ne sait pas comment faire avec. Et même avec beaucoup de professionnels professionnels de l'enfant ou bien de l'adolescent, du jeune, qui ils veulent même pas entendre parler de cet outil parce que pour eux c'est trop loin, il faut même pas en parler. Euh, mais il serait très intéressant de regarder cet outil vraiment comme tout autre outil, comme tout autre support d'expression dans le travail, surtout psychologique ou d'accompagnement, que ce soit, comme mes collègues vont présenter plus tard, peut-être au niveau pédagogique, éducationnel, éducatif. Euh, de le regarder comme un support, comme tout autre support. C'est comme un dessin d'enfant, comme les planches de Rocha, comme un jeu. De l'utiliser de l'utiliser comme un support où on va s'intéresser à ce que la personne a créé sur ce support et en parler, discuter. Essayer de voir, d'aller plus loin avec ce jeune sur sa création. Toujours sans oublier que c'est un outil de loisir, de création aussi pour le jeune. Parce que j'essaie de faire toujours attention à ça pour ne pas partir dans l'autre extrême, que la seule utilité de ce jeu, de cet outil, c'est seulement de faire un diagnostic ou bien de l'utiliser comme un support de travail clinique purement. La seule particularité que pourrait avoir cet outil parmi les autres et qui pourrait parfois faire un peu, on va dire, peur à certaines personnes, c'est la particularité que les jeux vidéo peuvent avoir sur un niveau spatio-temporel et sur la tridimensionnalité, si le mot est correct. euh, la création sur cet outil est différente d'une création en écriture ou d'une création en peinture. C'est dans l'évolution de la création dans l'espace-temps. Euh, et dans la projection au niveau de cette création. L'histoire qui va être mise en jeu dans un jeu vidéo ne va pas commencer et finir dans des moments précis, limités dans l'ici et le maintenant. Euh, Même l'avatar qu'on crée qui va être le support ou la porte-parole ou la porte-pensée du joueur euh, va marcher dans l'espace, va découvrir l'espace, va avoir même des sensations qui vont osciller, si je peux dire, entre le joueur et l'avatar. J'ai rencontré un jeune qui, qui jouait, je suis moi-même aussi joueur, et j'ai rencontré des jeunes en situation clinique qui jouaient, mais d'autres aussi en tant que joueurs, collègues joueurs. Il y avait un jeune avec qui on faisait des quêtes, qui faisait partie de ma guilde, et qui un jour, dans une certaine quête, il marchait pas, il était toujours sur un cheval, sur son cheval. Et en discutant avec lui, on a appris que cette personne a une fracture de sa jambe, dans sa jambe, il ne pouvait plus marcher, il était en plâtre. Et quelque part, sans faire attention, il ne marchait pas sur le jeu. Euh, il il n'a pas eu le réflexe de vraiment marcher sur le jeu parce que sur le jeu, c'est différent. Il était tellement quelque part, je vais pas utiliser le mot fusion, mais euh, je sais pas si vous pouvez m'aider avec notre vocabulaire dans il était vraiment en phase, merci, en phase avec son avatar et que c'était vraiment une continuité de son corps, de lui, de ses sensations, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut pas faire. Et il était toujours sur son cheval jusqu'à ce qu'on a fait la remarque que même si ta jambe est en plâtre, tu peux marcher sur le jeu. Euh, merci. De là, je passe à parler très vite de ce qu'on appelle les deux modes d'interaction différents dans le jeu. Et je cite surtout Serge Tisseron euh, qui était quelque part le père de ces notions-là. Euh, les interactions sensorimoteurs et les interactions émotionnelles et narratives. Ou bien le mode de jeu répétitif
sensorimoteur, et le mode de jeu émotionnel ou narratif. Ce qu'on appelle jeu répétitif, c'est un mode de jeu où où le joueur va être surtout euh, sur un, comme le nom l'indique, sur des modes répétitifs, il va avoir des mouvements en répétition dans le jeu, des cycles qui se répètent, des quêtes qui se répètent, des gestes euh, qu'on peut voir se répéter dans une façon cyclique dans le jeu. L'intérêt de ces jeux ou bien de ce mode de jeu est surtout sur un niveau de décharge motrice ou de décharge de simulation motrice sur l'écran de certaines angoisses, d'un stress, parfois de certains sentiments de colère ou de peur. Ces sensations-là peuvent être mises en jeu en mode répétitif ou bien même déchargées sur les jeux en mode répétitif. Alors que les jeux en mode narratif sont des jeux plutôt, on va construire, comme je dit tout à l'heure, une histoire dans le jeu. Il y a une construction qui va évoluer dans le temps, qui va, qui va se construire à travers la vie individuelle du joueur, littéralement mise en jeu sur l'écran. Euh, et ce qui est intéressant dans ce mode, c'est aussi la projection de certaines dimensions du relationnel. Du relationnel qui va se voir sur le jeu, ou bien dans la relation avec d'autres avatars, si on est dans des jeux de réseau où on peut vraiment habiter un seul avatar à temps, ou bien dans les jeux comme les Sims, comme le jeu des Sims, où on peut créer plusieurs personnes en même temps et vraiment modifier les relations entre eux, jouer dans les relations entre les différents personnages et avatars. Voilà. J'essaie de faire vite pour être toujours dans la demi-heure. Il y a presque un an, j'ai publié avec un collègue dans la revue Adolescence un article qui parle de la fonction psychologique de la multiplicité des avatars. Surtout sur les jeux en réseau comme WoW, où on peut créer plusieurs avatars, jouer avec plusieurs avatars, bien sûr pas en même temps, mais voilà, chaque fois on peut incarner un avatar et jouer avec. Dans cette petite recherche, on a fait la différence entre ce qu'on appelle un avatar primaire et des avatars secondaires. Primaire et secondaire, peut-être pas dans le temps de création, mais surtout dans le temps, dans la façon de jouer, dans l'importance du jeu. Un avatar d'importance primaire et des avatars d'importance secondaire ou de rôle secondaire. On a remarqué quelque part qu'il y a certains avatars qui sont créés, qui sont très en phase avec le joueur, qui reflètent vraiment une identité du joueur qui va être projetée dans un avatar, qui va représenter vraiment le joueur, et le joueur va sentir que c'est moi. Après un certain temps, même dans le discours, le joueur va passer de l'avatar, à moi, je fais comme ça, dans le jeu, je suis parti ici, j'ai pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela. Et les avatars secondaires, ce sont des avatars qui, même le temps de jeu va être un peu plus réduit, parfois un peu moins important. Ce qui nous a intéressé dans cette étude, c'était la fonction, ce qu'on a appelé la fonction psychologique dans ces avatars, ou dans les avatars secondaires. Certains joueurs vont travailler certains aspects de leur vie personnelle, de leur vie de tous les jours, qui a besoin d'être retravaillé, repensé, revu, parfois même clivé, séparé de l'identité de l'identité de la personne. Je donne l'exemple d'un jeune que j'ai reçu, qui jouait sur WoW et qui avait ce qu'on appelle un avatar primaire, et un autre avatar secondaire qui était un voleur sur WoW et avec qui il jouait très peu, et qui lui a donné un nom très intéressant.
bon, je vais essayer d'appeler le nom, c'est Trukmal. En le lisant, c'était Trucmal. Et c'était intéressant comme nom, et surtout que c'était un voleur avec lequel il jouait très peu. Et puis ce jeune, il était aussi en certaines difficultés relationnelles avec ses amis au niveau social et tout, parce qu'on lui accuse de quelqu'un de kleptomane. Et ce jeune l'était quelque part. C'est quelqu'un qui va toujours prendre des petits objets de ses camarades de la classe, des classes comme un kleptomane typique. Et qui a quelque part créé un avatar, un voleur avec qui il va jouer de temps en temps, qui a comme métier voleur, et qu'il a appelé Trucmal. L'intérêt ici, c'était surtout au niveau du nom. C'est que ce jeune-là a pu, en clivant cet aspect de lui sur un avatar secondaire, a pu identifier cet aspect comme aspect négatif, en l'appelant un truc qui est mal. Il a pu penser ceci, il a pu voir comment on peut jouer avec ça, comment on peut faire avec ça. Et c'était très intéressant parce que c'était quelque part un support de discussion en clinique. C'était beaucoup plus facile de discuter de cet avatar au début, qu'est-ce qu'on croit, est-ce que cet avatar devrait toujours faire partie de l'ensemble des avatars qui se trouvent dans son jeu, est-ce que ça lui ressemble quelque part, comment on doit sortir de ça. Et en utilisant cet avatar qu'il a créé comme un support de discussion, a facilité énormément et a accéléré d'une façon énorme les entretiens sur cette question. Euh, Ce qui serait aussi intéressant dans certains jeux comme le Sims, c'est écrit qui suis-je dans le jeu, habiter un avatar et voir le monde à travers ses yeux. Il y a beaucoup de jeunes qui ont joué sur les Sims et qui euh, en créant toute une famille, ils ne jouaient qu'à travers un seul personnage. Parce qu'ils avaient toujours le choix de manipuler tous les autres. Ils ont même parfois réussi à faire mourir certains avatars parce qu'ils ne prennent pas soin de ces avatars-là qu'ils ont créés. Je parle notamment de deux frères, c'était des faux jumeaux qui étaient qui jouaient sur les Sims. Ils ont créé des choses plus ou moins semblables avec des différences entre chacun d'eux, comment chacun voit sa famille, comment chacun... De toute façon, quand on demande de jouer, ils sont pas en train de jouer parce qu'ils savent qu'ils vont mettre leur famille en jeu. Parfois, c'est des processus qui peuvent être présents sans vraiment une intention consciente du joueur. Euh, Tous les deux, ils jouaient seulement à travers le père de la famille qui était créé. Euh, en les observant, bien sûr en alternance de temps en temps dans leur mode de jeu, il n'y avait que le père qui dirige tout. On voit la famille, on fait travailler le jeu, travailler la famille, faire manipuler tout à travers le père. Très rarement, on clique sur les petites icônes des autres joueurs juste pour s'occuper de leurs besoins, mais tout se passe à travers le père. Et dans un travail un peu plus poussé avec ces jeunes-là, on a passé du travail sur les jeux sur un travail dans la vie réelle, dans le parallèle dans leur vie réelle, séparément, en travaillant sur certains arbres de famille, sur certains petits dessins de la salle à manger, de comment ça se passe dans la famille. Euh, ils ont pu parler, verbaliser de certains tyrannies que ce père exerçait dans la famille, un pouvoir qui était très fort, qui était présent, qu'on ne peut rien faire, vraiment rien ne se passe si on ne passe pas par l'avis du père, si on n'a pas le OK du père. Et même les souhaits, les jeux, c'est toujours son choix. Euh, D'où aussi, une autre fois, on a pu utiliser ce support pour pouvoir voir comment on peut changer cette dynamique sur les Sims. Et plus tard, faire le parallèle dans la vie réelle, passer de ce mode imaginaire sur le jeu à un mode beaucoup plus réel où on peut discuter plus tard, plus facilement, des solutions trouvées sur les Sims ou sur le jeu et le parallèle dans la réalité. Merci.
Voilà, c'est un peu le résumé. L'utilisation du jeu vidéo dans le travail clinique, ça se résume quelque part comme ce que j'ai appelé le tiers clinique. Je ne sais pas si j'ai écrit le mot tiers correctement. Euh, Même dans la position dans laquelle on est, avec ces jeunes-là, on est dans une position on est côté à côté, on est devant l'écran, on n'est pas dans le face-à-face. Pour surtout certains adolescents, c'était c'était beaucoup plus facile de discuter de cette façon, c'était beaucoup moins agressif, surtout avec certains jeunes qui, pour un certain moment, n'étaient pas vraiment ils soutenaient pas vraiment la personne dans le regard, ou bien ils ne supportaient pas beaucoup un contact visuel. Au début, c'était beaucoup plus facile d'être dans une position semblable et face à un tiers qui est ici l'écran, le jeu ou l'avatar créé sur l'écran. Euh, une très grande importance aussi dans cet outil, c'est la distance avec la réalité au début, qui va vraiment aider la personne à aller plus loin dans sa réflexion, dans sa pensée, dans la façon. Il va penser ses difficultés, les questions qu'il a de sa vie de tous les jours. J'essaie de faire vite, j'ai dépassé mon temps. Euh, et il y avait énormément de difficultés avec certains jeunes qui n'arrivaient pas à attaquer certaines questions de leur vie réelle directement. Le fait de mettre ça une dimension imaginaire, que voilà, on parle pas de vous, on parle pas de ce qui se passe dans votre famille, on parle pas de ce qui se passe dans votre école, on parle du jeu, ce que vous avez mis sur le jeu. Euh, Ça a accéléré le travail d'une façon très remarquable. Ça a facilité énormément la discussion et l'entretien avec ces joueurs, ces jeunes-là, notamment les adolescents. Et ça a aidé énormément à dissoudre certaines angoisses qui sont surtout en relation avec leur rythme scolaire et leur évolution à l'école. Certaines angoisses qui proviennent de leur vie personnelle, individuelle ou familiale, qu'ils portent avec eux dans leur classe, qui leur bloquent sur certaines dimensions, sur certaines matières, ou bien qui même les fait rêver, songer, être vraiment à côté quand tout le monde est présent de façon différente. Il y avait énormément de jeunes qui parlaient, qui venaient consulter après certaines difficultés à l'école, qui sont à l'origine du fait qu'ils pensent toujours à ce qui se passe chez eux, qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qui se passe entre les parents. Et voilà, alors un outil comme tous les autres peut-être, avec certaines particularités. Euh, J'espère que j'ai pu parler un français compréhensible et merci.